hectares. C'est pas aux pompiers que je vais l'expliquer. 30 000 hectares en Espagne, 50 000 hectares au Portugal. On n'est plus dans la dynamique des petits feux qu'on avait pu connaître enfin petits feux, tout est relatif, hein, qu'on avait pu connaître par le passé, mais les feux qui vont vite, qui sont puissants et qui ne touchent pas que le sud de la France, puisque le changement climatique finalement frappe tous les territoires. Et donc le colonel David Mercier, dans le cadre de son mémoire, Alan Soss, pardon, a fait un gros travail sur ces sujets que sont les méga-feux. Et il nous paraissait intéressant qu'il puisse nous en parler, partager son expérience et connaissances. Et comme je sais qu'il y a pas mal de gens du SDIS 13, s'ils souhaitent également venir en appui du colonel, alors bien sûr, j'ai pas vu de colonel, donc faudra être dans le même discours que le colonel, mais n'hésitez surtout pas. Colonel, la parole est à vous. Merci encore, David. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, si vous le permettez, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis le colonel David Mercier, le directeur adjoint du SDIS de l'Aveyron. Et oui, dans l'Aveyron, même dans l'Aveyron, il y a des feux de forêt. On a tendance à l'oublier et je vous en parlerai tout à l'heure. Mon vécu opérationnel est un peu particulier puisque j'ai passé quand même une vingtaine d'années dans le département de Vaucluse où j'ai exercé sur différentes fonctions et où j'ai été confronté, bien évidemment, régulièrement à des feux de forêt. Ce mémoire, donc, pour le retracer un peu rapidement, il a fait l'objet en fait d'une étude lors de mon passage à l'École nationale supérieure des officiers à Aix, dans le cadre de ma scolarité et de ma formation de directeur départemental adjoint. Donc, c'est un mémoire qu'on est censé réaliser à l'issue de notre réussite au Master 2. Et j'ai volontairement choisi ce thème-là qui, pour moi, me parlait. Pourquoi? Parce que cette scolarité intervenait sur l'année 2022-2023. Donc, on venait juste de terminer l'été 2022 et on sortait donc des feux qu'il y a eu l'été 2022 qui ont concerné toute la France et plus particulièrement la Gironde. Donc, vous allez voir à travers ma présentation que, effectivement, ça ne se cantonne pas exclusivement à la France, mais aussi aux autres pays de l'Union européenne mais aussi au monde entier. Donc, si vous voulez, c'était pour moi le moment d'en parler parce que médiatiquement, vous en doutez, enfin tout le monde en a entendu parler. Les médias se font un plaisir de parler de ce qu'on appelle les méga-feux, ces vendeurs, hein, d'autant plus maintenant avec les chaînes de diffusion d'informations permanentes, ils sont en boucle sur ces événements-là. Donc, j'avais besoin, moi aussi, pour ma culture personnelle, de voir ce que pouvait être un méga-feu. Et donc, je me suis attaché les services de plusieurs scientifiques au sein de l'INRAE pour m'éclairer sur ce qu'on peut définir comme étant réellement un méga-feu, ou plutôt, vous comprendrez, un feu extrême. Voilà. Alors, je vais vous partager normalement une petite présentation. La Alors, vous me présentation direz se charge. Je me rappelle bien de 2002, puisqu'en fait, ces feux dans les Landes dont on parle, euh, 2022, oui, oui, oui. fait bien suite à finalement un exercice international européen qui avait lieu dans les Bouches-du-Rhône, qui s'appelait Domino 2022, qui avait permis de tester les mécanismes de l'Union et qui finalement a été bien utile pour pouvoir mieux appréhender la problématique de l'été 2022, puisqu'en fait, la MREI du ministère de l'Intérieur avait déjà commencé à modifier un peu la doctrine pour faciliter, favoriser une meilleure intégration des unités européennes dans le dispositif français. Absolument, j'y reviendrai. Ça a été quelque part 2022 le point de départ du mécanisme européen de protection civile, quoi. Le développement de ce mécanisme. Vous l'avez à l'écran? Ce qu'on voit, c'est les diapositives. Je sais Oui, pas Oui. si. c'est bon. Tout est bon. Vous avez la diapo, le titre, hein, ou pas? Oui, Oui, vague de oui. chaleur, Oui, sécheresse, oui, tout à fait. oui, parfait. Très bien. Donc, effectivement, c'était consécutif aux événements climatiques, vagues de chaleur, sécheresse qui se succédaient et qui engendrent principalement ces feux de forêt. Alors, petite dédicace à l'Aveyron parce que vous voyez la petite photo que vous avez en rond sur votre gauche, c'est le feu qui a eu lieu en 2022 dans le département de l'Aveyron. Par contre, David, Oui. les diapos passent pas. Je pense que c'est pas en mode projection ou c'est pas la bonne Si, si, fenêtre qui est si. partagée.
Ah, Alors, si, c'est un mode projection. Là, vous avez quoi à l'écran alors? alors là, ce qu'on a, c'est le LibreOffice. C'est pas, je pense, Ah, que c'est pas la bonne fenêtre qui est partagée. bon, d'accord. Donc, j'ai un petit souci. Donc là, vous m'avez à l'écran encore, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il faut pas choisir une. Alors, soit faut choisir la bonne fenêtre, ou alors faut choisir le bon écran. Et ouais, pourtant, il me semble que Ouais, non, mais Pourtant, c'était bon tout à l'heure. C'était fenêtre, le, non? c'était le Ah, logiciel. Vous voyez. est-ce que vous avez quelque chose là? Oui, mais Ah, Ah c'est oui, la présentation dans le logiciel, mais que la diapo Ah, 1. C'est pas en mode présentation. d'accord, d'accord. Mais ça, c'est normal, j'ai pas lancé la présentation encore. Ah, d'accord. Ok. Et là maintenant, vous avez la présentation ou pas? Non, non. non. Ah, Ah non, parce que ce qui est partagé, c'est la fenêtre du logiciel. Donc, il faut couper la fenêtre du logiciel. Enfin, il faut couper le ouais. partage, lancer le et comme le diaporama est lancé, il faut choisir la bonne fenêtre. Ah ouais, non, mais c'est pourtant bon. le lancement, il est en bas du diapo, il est caché. Non, non, mais je lance le diapo, mais a priori, donc là, vous l'avez à l'écran ou pas là? Non, Mais Non. sans diaporama. Et là, le partage. Ouais. on n'a pas de diaporama. Là. Bon, je suis embêté. Sinon, je vous le lance, je vous montre comme ça, sans visualiser le diaporama, si vous ne voyez pas. Parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Il y a des animations dans le diaporama, David, ou pas? Oui, il y a des vidéos. Mais bon. Ah ouais. Donc là, vous avez la présentation sans Voilà. l'affichage en diaporama. C'est ça. Il faut le lancer, le diaporama, en bas. Oui, En bas oui, droit. non, mais je sais, je sais. Voilà, très bien. Très très sympa, avec quelques photos en plus. C'est un super travail. C'est ce que je fais, mais quand je le lance, apparemment, vous le Eh perdez. ben, je veux bien. Je me connecte en dessous. Vous avez le plan à l'écran? Oui, Là, le c'est plan. bon. Ouais. Bon, et écoutez, je vais rester comme ça, et puis on verra si ça On fonctionne, verra. parce que quand je le lance, le diaporama, en fait, eh ben, il n'y a pas de... Vous perdez visiblement l'image, quoi. Ça fait. C'est peut-être lié à LibreOffice, je sais pas. Ouais. Le défi Bon, image. donc ben, je vais me débrouiller comme ça, on va voir. C'est dommage, j'avais des vidéos à vous présenter, mais bon, on verra comment on peut faire. Donc, comme je vous disais, la petite fenêtre que vous avez... Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Ouais. Donc, la petite photo que vous avez sur sur l'écran, c'est le feu dont on n'a pas beaucoup parlé en 2022. C'est le feu qui a eu à Mostuéjoul, dans le département de l'Aveyron, qui a ravagé 1600 hectares. Mais effectivement, les médias étaient principalement concentrés sur les méga-feux de Gironde. Pour autant, celui-ci a été identifié comme étant un méga-feu par les spécialistes, avec un développement considérable et une vitesse de progression qui, vous allez le voir, était conséquente. Donc, été 2022, on a la Gironde et, paradoxalement, le département de l'Aveyron qui, pour la première fois, entre guillemets, était confronté à ce type d'incendie. Et je suis arrivé pile poil le 1er août 2023, un an après, et ça a largement marqué les autorités locales, cet incendie, puisqu'elles ont vu les difficultés que même les sapeurs-pompiers pouvaient avoir à lutter contre ce type d'incendie. Donc je reviendrai sur rapidement le plan à l'écran, un thème d'actu. Oui. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des questions, parce que je ne veux pas que ce soit non plus un monologue de ma part, hein, sinon ça va pendant 1 heure, je vais parler, et puis ce ne sera pas intéressant. Et en plus, étant donné qu'il y a des publics relativement différents, que ça va du sapeur-pompier à l'élu, vous n'aurez pas toujours forcément les codes, donc n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas ou que j'explique pas forcément très bien. Voilà, je reviendrai un peu sur certains de mes propos. La définition du terme méga-feu, important, c'était le premier objectif de mon mémoire, savoir ce qu'on entend par un méga-feu et comment on peut le définir. Le contexte en France et à l'étranger, je vous présenterai, alors si j'arrive à vous faire passer certaines vidéos,
les grands feux qu'il y a eu dans le monde et qui ont marqué un peu les différents pays qui ont été confrontés. Des enjeux importants relatifs justement à ces incendies, notre modèle actuel et ses limites, et les pistes, effectivement, le plus important, les pistes qu'on peut creuser pour potentiellement se préparer à voir ce genre d'incendie de façon généralisée sur le territoire. Alors pourquoi ce thème? Ben, écoutez, au moment où j'ai lancé cette thématique, le 6e rapport du GIEC sortait et confirmait quelque part que la trajectoire d'augmentation de la température sur la Terre, qui serait en 2030 aux alentours de 1,5 degré, alors que paradoxalement, a priori, on est déjà sur la température d'1,5 degré, et qui en 2100 avoisinerait les 4,5 degrés à 5 degrés pour le scénario les plus défavorables. Donc, malgré les efforts qui ont été faits dans la décennie précédente, la décennie 2010 et début des années 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont certes ralenti, mais n'ont pas ralenti le réchauffement climatique. C'est ce que montre bien ce rapport du GIEC. Donc, on est réellement dans une spirale ascendante sur les événements climatiques. On sortait également d'une saison au Canada en 2022, au Chili en 2023, en Espagne déjà en 2023. Le Canada avait eu un été particulièrement chaud avec 6 millions d'hectares qui ont été ravagés. Oui, dans ces pays, on parle les millions, on parle en millions d'hectares, non pas milliers comme en France. On est sur d'autres incendies. C'était le 3e record de superficie brûlée pour ce pays-là. L'Espagne 2023, c'était déjà au printemps. Au printemps 2023, on avait des températures qui avaient approché déjà les 40 degrés et on avait eu plusieurs incendies qui avaient dépassé les 1000 hectares. Donc, c'était déjà à l'ordre du jour en 2023. Et le Chili, quant à lui, était en proie aux flammes. D'ailleurs, nous avions des équipes qui étaient parties pour les aider durant l'hiver 2022-2023. Et ils avaient dû faire face à des catastrophes puisque les incendies ont ravagé 450 000 hectares. Voilà. En Gironde, j'y reviens, où l'été 2022 en France, 60 000 hectares de brûlés sur tout le territoire, dont 30 000 exclusivement sur le département de la Gironde. Mais ce qu'il y a de notable, c'est que les 30 000 autres hectares ont concerné aussi des départements qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Donc ça fait bouger énormément les lignes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Des conditions climatiques inhabituelles, des vagues de sécheresse successives, on l'a vu aussi l'été dernier, 2 vagues caniculaires. Et puis vous avez en bas le petit schéma ici sur les années les plus chaudes en France depuis 1900, qui vous voyez sont regroupées quasiment toutes après les années 2000. De 1994 à 2022, donc, puisque la statistique s'arrête en 2022, puisque mon mémoire date de 2022, témoigne effectivement de ces 10 années les plus chaudes depuis 1900 qui sont sur les 20 dernières années. Donc c'est assez significatif. Les données scientifiques sont là, le réchauffement climatique est en cours. En France, on le voit, on a des épisodes de sécheresse et on a du coup, lié à ces épisodes de sécheresse et de canicule, ces fameux phénomènes thermiques. Voilà, la définition qui est la plus appropriée pour moi de méga-feu. Je l'ai trouvée dans une étude scientifique qui a été menée par des Portugais qui font référence au niveau européen sur la recherche justement sur ces types d'incendies, qu'ils définissent de cette façon. Voilà, c'est un phénomène pyroconvectif dépassant la capacité de contrôle des forces de lutte. C'est important, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers contre ce type de feu ne peuvent rien. Dont l'intensité de la ligne de front dégage un flux thermique d'environ 10 000 kW par mètre. Et on verra que ça va bien au-delà. Une vitesse de propagation supérieure à 3 km/h. Là aussi, on verra que ça va bien au-delà. Et qui présente des distances de projection de braise au-delà de 1 km de distance en avant du front, avec un comportement erratique et imprévisible. Voilà. Un méga-feu, c'est tout ça en même temps. Cette définition est la plus parlante. Les chercheurs ne parlent non pas de méga-feu qui fait extrêmement parler et qui
très médiatique, mais on parle plutôt de feux extrêmes. Voilà. Ce tableau, alors qui est pas facile à comprendre, mais je vais rapidement vous en expliquer les principaux points, les points les plus importants. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche à l'écran. Oui, là, il y en a. Oui. Alors, vous avez 7 types d'incendies. La première catégorie, c'est les feux normaux. Et ici, les 3 autres catégories, les feux extrêmes. Et sur la première colonne que vous avez ici, c'est la puissance en kilowatts par mètre déployée par le feu. Donc, on considère qu'on est sur des feux normaux à partir du moment où on se situe en dessous de 10 000 kilowatts par mètre. En dessous de 10 000 kilowatts par mètre, on est sur des feux normaux. Au-delà, on commence à être sur des feux extrêmes qui sont impossibles à arrêter. Vous l'avez ici écrit, type de feu et capacité de contrôle. On se retrouve déjà sur la catégorie 4 des feux normaux, sur des feux extrêmement difficiles à contrôler. Il faut savoir que les feux dont je vais vous parler tout à l'heure ont largement dépassé ces 10 000 kilowatts par mètre. Je vous parlerai du feu de Ribot, puisque c'est un ami à moi qui était le commandant des opérations de secours. Les estimations qui ont été faites sur cet incendie parlent de 90 000 kilowatts par mètre. Donc vous voyez qu'on est sur des feux totalement incontrôlables. Autre paramètre qui est important sur ce tableau, c'est la vitesse de propagation. Ici, ROS, Rate of Speed, c'est-à-dire la vitesse de propagation en mètres minutes. Nous, les sapeurs-pompiers français, on parle en mètres heure. Donc ici, on est sur des standards, alors retenez ce chiffre de 50 mètres par minute, ça représente des vitesses inférieures à 3000 mètres par heure. C'est des vitesses qui sont déjà élevées, mais qui sont gérables. Quand vous passez sur le stade 5, la catégorie 5 du feu extrême, on a la vitesse de propagation qui est multipliée par 3. On a des vitesses de propagation qui dépassent, du coup, qui peuvent dépasser les 9 km à l'heure. Donc c'est déjà autre chose. 9 km/h, c'est un humain qui fait son footing, quoi. Vous voyez, c'est déjà... Et donc ces vitesses de propagation dépassent quelque part nos possibilités d'adaptation et de lutte contre ces incendies. Parce que le temps de déploiement de nos véhicules d'un endroit à un autre sont largement dépassés et nos capacités d'anticipation sont altérées. Donc ça nécessite dans nos idées de manœuvre des changements profonds. Il faut savoir que sur les incendies type Gironde ou même Gonfaron dans le Var, je vous en parlerai un peu plus tard, ou Ribot, on a atteint des vitesses de propagation de l'ordre de 8 à 9, à certains moments, 8 à 9 km/h. Donc c'est considérable. Le contexte. Notre modèle français était basé ces dernières années sur ce qu'on appelle la mission Vulcain. La mission Vulcain est issue est un groupe de travail qui a été créé par le ministère qui a été voulu par le ministre de l'Intérieur de l'époque en 1992 et qui a désigné le colonel Antoine Battesti qui était un ponte reconnu dans le domaine du feu de forêt. Et il lui a demandé, suite aux incendies aux 2 années catastrophiques, 89 et 90, de travailler sur une doctrine nationale qui permettrait d'éviter de revoir des feux, des saisons comme les années 89 et 90. Et donc, le colonel Battesti a travaillé sur 2 approches, 2 principes importants, l'approche globale et l'anticipation, avec 4 objectifs qui fonctionnent toujours, qu'on utilise toujours, et qui ont fait leurs preuves, et qui font de la France un modèle dans la lutte contre les feux de forêt. Ces 4 objectifs sont d'empêcher les feux, bien sûr, de maîtriser les feux au stade initial, de limiter les développements catastrophiques et de réhabiliter les espaces incendiés. Voilà, ça paraît tout bête, mais ça fonctionne plutôt pas mal. C'est basé sur une attaque massive de tous les départs de feu.
Donc, je prends l'exemple, vous avez un feu établi, c'est-à-dire un feu qui court déjà depuis plusieurs heures, avec des moyens aériens qui sont développés sur certains incendies. Et bien, si jamais on a un départ de feu à proximité ou à côté, on va demander aux moyens aériens de quitter le feu établi pour aller tout de suite sur le départ de feu et essayer entre guillemets, de le tuer dans l'œuf. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous comprenez que c'est plus facile de lutter contre un seul feu que deux qui se développent, quoi. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, puisqu'en fait, 95% des feux sont stoppés à moins de 5 hectares. Donc notre méthode fonctionnait plutôt pas trop mal jusqu'à présent. On le voit sur le graphe qui est en dessous, où vous avez la superficie brûlée au fil des années, après les années, fin des années 2000, début 2010. Bon, vous avez l'année 2003 qui est quand même assez caractéristique, qui a été une année aussi particulière d'un point de vue de la canicule, de la sécheresse. Mais vous voyez qu'en suivant, les années ont été plutôt calmes jusqu'à la fin des années 2010, où là, on a commencé à voir des pics avec l'apparition de ces phénomènes thermiques. Donc, nous avons... Est-ce que ces Oui. pics, ils sont clairement liés au changement climatique ou parfois éventuellement à des modifications de la doctrine nationale par le fait que on sort les avions moins tôt, ils sont moins bien entretenus, puis, parce que par exemple on a même des feux au printemps. Oui. Et là, typiquement, les moyens aériens sont pas en permanence en l'air. Il faut qu'ils décollent de Nîmes et qu'ils aillent sur le théâtre d'opération. Donc, est-ce que ça peut jouer sur justement ces superficies qui peuvent avoir une légère tendance à remonter? Non, ça n'a pas d'influence sur ces feux. Les feux de printemps ne sont pas des feux qui à proprement parler, peuvent être virulents, étant donné qu'on est dans des phases de sécheresse qui sont quand même limitées. Et même si les avions décollent peut-être un peu plus tardivement, il n'y a pas le système d'astreinte qu'on peut avoir pendant la période estivale. Voilà, il n'y a pas vraiment d'incidence. Alors, j'avais quelques exemples de feux particuliers à vous montrer. Alors, ça me gêne parce que du coup, si le partage ne fonctionne pas, je ne pourrais pas vous montrer ces vidéos. Alors, je vais essayer de faire une dernière tentative. Ce qu'on peut faire sinon, c'est que tu les mets dans ton Explorer et en fait, tu changes le partage. D'accord. Est-ce que vous l'avez à l'écran là ou pas? Oui. Alors là, ce qu'on Ah. voit, c'est la présentation PowerPoint. Ah ben voilà, donc ça marche alors. Enfin, la présentation PowerPoint, c'est pas la présentation PowerPoint, c'est pas le diaporama, c'est le. Ah, ouais. Donc vous l'avez pas quoi. Non. Donc, ça me... Ou dans le chat, peut-être les liens. Ouais, ça marche pas. Bon, je reviens. C'est embêtant. Alors, comment je pourrais effectivement faire Et sinon, les liens sont ouverts dans l'Explorer, il faut repartager l'écran Ouais, c'est ça. et bien Ouais. penser à choisir ce qu'il faut. Oui, Parce ouais, qu'il c'est faut bien ça. mettre le son avec. Ouais, c'est tout. Alors, je vais faire un essai, mais hop là. Diaporama. Hop. Est-ce que vous avez à l'écran là Yes, la vidéo? On a bien le lien YouTube, donc vous pouvez lire la vidéo c'est bon. et le mettre en grand écran si vous le souhaitez, c'est sur le côté. Ouais, je sais. Il aura fallu aux 9000 pompiers déployés sur le Campfire plus de 2 semaines pour maîtriser à 100% l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de Californie.
Le feu s'est déclenché dans le nord de l'État le 8 novembre dernier. Il a brûlé près de 62 000 hectares, l'équivalent des villes de San Francisco et San José réunies. Le campfire a aussi détruit près de 14 000 habitations et rasé une ville entière, la désormais tristement célèbre Paradise. 87 personnes ont péri dans les flammes et près de 250 sont toujours portées disparues. Ces derniers jours, des pluies importantes ont grandement aidé à éteindre l'incendie, mais elles ont compliqué les recherches et font maintenant craindre des inondations et des glissements de terrain. Voilà. Alors, cet incendie, il a... hop. Vous me voyez? Oui, Allô? c'est bon. Ouais, vous m'entendez, ouais. Donc cet incendie a eu lieu en novembre 2018 aux États-Unis, en Californie. C'est le feu qu'on appelle de campfire et Woolsey Fire, qui étaient deux incendies qui se sont rejoints en fait et qui ont provoqué la mort donc, de 88 personnes, 66 000 hectares ravagés, deux villes quasiment rayées de la carte. Il a marqué profondément l'État de Californie et a été là aussi largement étudié avec notamment au moment où les deux feux se sont rejoints des vitesses et des intensités qui sont considérables et qui dépassent largement, je vous disais, les 10 000 kW par mètre, quoi. Alors, je vous repartage ma présentation. On va regarder la deuxième vidéo. Je suis désolé, c'est un peu peut-être... Pas de souci. Alors, C'est déjà très bien. il y a de la pub, je suis désolé pour ça. Alors, j'ai des vidéos où il y a de la pub et d'autres où il n'y en a pas. Voilà. Alors, je vais vous partager. Partage. Hop. Ok. Alors, cet incendie, avant de vous passer la vidéo, s'est déroulé en Grèce le 23 juillet 2018. Donc, il y a une série de feux de forêt meurtriers qui s'est déroulée dans la région d'Athènes, en fait, dans la ville de Mati et Rafina. Donc, ils ont causé la mort de 72 personnes et blessé 187 autres. Donc, il y a plusieurs centaines de maisons qui ont été détruites et il y a une image qui est assez remarquable. Il y a 23 personnes qui ont été retrouvées calcinées à proximité de la mer, qui tentaient probablement de s'échapper et qui ont été retrouvées complètement calcinées sur un espace dégagé, c'est-à-dire loin de tout massif, ce qui signifie là aussi l'intensité du foyer sur un espace dégagé où il n'y avait aucune végétation, quoi. Je vais vous lancer la vidéo. Évacué par voie maritime. Et vous avez la mer juste à côté, et les voitures qui ont complètement brûlé. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. Ça a été extrêmement médiatisé, euh, tout comme l'incendie suivant, en fait, qui a concerné la ville de Pedrógão Grande, au Portugal. Hop, je vais là aussi vous lancer la vidéo.
J'ai- Juin 2017. Vous avez forcément entendu parler, en fait, ce sont des gens qui se sont retrouvés piégés dans leur voiture alors qu'ils essayaient d'évacuer. Il a causé la mort de 65 personnes. En fait, ils quittaient leur habitation et en fait, ils ont été pris par le feu en plein milieu de la forêt. Ça a été largement, bien évidemment, relié par les médias. Vous voyez ? Voilà. Autre exemple, l'Australie qui est extrêmement significatif, on en entend souvent parler. L'Australie est bien sûr est un pays à l'échelle d'un continent qui régulièrement, pendant la période estivale chez eux, c'est-à-dire l'hiver chez nous, étant donné l'étendue du pays, et sont confrontés à des incendies majeurs et très destructeurs, puisque eux, les superficies brûlées concernent plusieurs millions d'hectares. Alors, j'ai de la pub, ça m'aurait étonné. C'est tout à fait avec la thématique. Trop longue. Écoutez, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, on passera à autre chose. La saison, il faut savoir que la saison 2019-2020, ça a été une des pires saisons feux de forêt en Australie depuis bien longtemps. Ce sont 18 millions d'hectares qui ont brûlé. Voilà. Il y a eu 5900 bâtiments détruits, des feux bien évidemment inarrêtables, puisque les pays sont le pays tellement vaste que les moyens ne sont pas suffisants pour lutter contre ce type d'incendie. Et ils ont une autre culture de la lutte que ce qu'on peut avoir en France, puisque là-bas, ils ont comme au nord des États-Unis et au Canada, ils ont des grandes étendues sans habitation. À l'inverse de nous en France, où on a beaucoup d'habitations dispersées dans le massif, quoi. Donc, ils ont malgré tout fait 34 morts. On va revenir maintenant un peu plus en France. Je vais vous parler des exemples qui nous touchent d'un peu plus près de feux qui ont eu lieu dans le Var, à Gonfaron. Je pense que vous en avez entendu parler en 2021. Qui ont été assez marquants de par leur intensité, leur vitesse de propagation, comme je vous disais, et les moyens qui ont été mis en œuvre pour lutter contre ce feu et qui pourtant n'ont pas suffi. Et en cette année 2021, cet incendie est clairement hors norme par sa surface. Il se propage vite. Pour ne rien arranger, au vent s'ajoute la sécheresse et le manque de pluie. Mardi dernier, Emmanuel Macron, en déplacement sur site, pointait du doigt un responsable, le réchauffement climatique. Camille Gutin et Sarah Lerche. 7100 hectares ravagés par les flammes.
2 personnes décédées et l'un des plus grands incendies de ces 20 dernières années. Dans le massif des Morts, quelle est la nature du feu? Toujours en mouvement très rapide, le brasier s'est étendu sur plus de 20 km. De Gonfaron, près d'une aire d'autoroute, au sud de Cogolin, attisé par le vent, le feu s'est déplacé à près de 5 km par heure. On a ce qu'on appelle poussé par le vent, des brandons inflammés, c'est-à-dire des boules de feu. Alors ça pourrait être des animaux aussi qui déplacent le feu, mais ça peut être aussi des pommes de pin qui se déplacent à 500, 800 mètres. Et donc vous croyez éteindre le feu et derrière vous, le feu a sauté et est à 800 mètres. En 2003, le massif des Morts avait déjà été la proie des flammes. Mais le feu n'avait pas été aussi violent, se souvient cette habitante. C'est pas un peu plus violent, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus rapide c'est une pluie de feu. Mais alors, quel est l'impact du réchauffement climatique? Sécheresse, température excessive et absence de pluie. Depuis 2 mois, le Var subit ce cocktail inflammable. Des conditions amplifiées par le réchauffement climatique, affirme ce chercheur. C'est typiquement le genre d'événement qui est prévu pour arriver de manière plus fréquente et plus intense dans les années et décennies à venir. Donc le lien est assez direct en fait entre d'un côté le réchauffement climatique et de l'autre côté ces événements. Quels sont les moyens pour lutter? Dès le début de l'incendie, près de 1200 pompiers ont été mobilisés aussi bien sur terre que dans les airs. Depuis plusieurs années, l'objectif de la France est clair, augmenter ses capacités pour pouvoir répondre en 10 minutes maximum au moindre départ de feu sur tout le territoire. Au nord du territoire, nous avons maintenant 4 bases qui sont en mesure d'accueillir nos avions, nos moyens nationaux. C'est très important de le souligner, c'est-à-dire qu'on se prépare à avoir des feux à l'avenir qui pourraient être en Bretagne, dans les Vosges ou dans le nord du territoire. Ce soir, des moyens exceptionnels sont toujours engagés dans le Var. Le commandant Jossorne, qui est colonel actuellement, ne croyait pas si bien dire, puisque l'année 2022 qui a suivi a été caractéristique, puisque les feux sont montés dans les Vosges, le Jura, la Bretagne également. Donc je ne reviendrai peut-être pas sur l'année 2022. Les feux en Gironde qui ont ravagé 30 000 hectares, je vous le rappelle, et qui ont au total, sur tout le territoire national, concerné 66 000 hectares. Sont conséquents. Je reviendrai juste peut-être sur le feu de Ribote en 2025, où d'ores et déjà les rétextes commencent à sortir et mettent en avant plusieurs points importants. Bon, le feu de Ribote, 17 000 hectares parcourus, 11 500 et quelques hectares de brûlés. Il y a eu, je crois, 16 communes concernées. Feu hors norme. Je vais juste vous montrer, vous repartager du coup ma présentation. Et voilà. Voilà, vous l'avez à l'écran, la photo? Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est le flanc droit du feu de Ribote. Alors, pardon, c'est une partie du flanc droit de feu de Ribote. C'est-à-dire que la lisière de ce feu-là représentait 100 km. C'est-à-dire que vous aviez un flanc droit de 40 km, un flanc gauche de 40 km et un front d'une vingtaine de kilomètres. Vous voyez, vous imaginez les distances et les feux auxquels on est confronté. Donc, ils dépassent largement nos capacités de moyens. Un Canadair largue 6 000 litres d'eau. Vous imaginez bien que sur un feu de cette ampleur, avec la hauteur des flammes, on voit un peu, regardez en bas sur votre gauche sur la photo, des flammes caractéristiques. On a l'impression qu'elles ne sont pas très grandes, mais quand on voit la végétation à proximité, c'est des flammes qui font 50, 60 mètres facilement. Donc, ça veut dire que les avions bombardiers d'eau sont obligés de larguer d'autant plus haut que pour ne pas prendre trop de risques. Et le temps que l'eau arrive au sol, elle s'est évaporée, quoi. Donc, les largages sont inefficaces. Les moyens au sol ne peuvent pas s'approcher trop de ces incendies parce que le rayonnement thermique est trop important. En clair, on n'est pas armé pour lutter contre ce type de feu. Donc, cette image, j'ai trouvé assez parlante. Elle a été prise justement par un Canadair lors de l'attaque, entre guillemets, lors d'un des nombreux largages qui ont été faits par tous les avions, qui étaient tous mobilisés sur cet incendie. Donc, vous voyez qu'à travers ces quelques exemples, ils ont été pris entre 2017 pour les tout premiers et 2025, tous les étés,
Si ce n'est pas sur le territoire national, c'est en Europe. Si ce n'est pas en Europe, c'est en Australie, aux États-Unis, au Canada. Il y a de plus en plus de feux de forêt et les superficies brûlées annuellement augmentent. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Je pense que je n'ai pas trop besoin de vous convaincre, hein, vous le voyez régulièrement. C'est assez clair. Il y a quand même Françoise Tess qui nous a dit que c'était quand même très, très inquiétant. Et effectivement, je suis d'accord avec elle. Ça fait un petit peu peur. L'idée, c'est pas de vous faire peur, c'est de nous c'est préparer. un petit peu anxiogène quand même. Enfin, pour ma part, c'est anxiogène. L'idée, c'est de... Bon, maintenant, je vais essayer d'apaiser un peu vos craintes, mais l'objectif, c'est quand même de se préparer. Oui, tout à fait. Et je suis là, et si je fais ça, c'est avant tout pédagogiquement Mhm. pour vous dire, attention, on va être confronté à ces phénomènes, on le sait maintenant, à nous de nous préparer, à nous de faire en sorte qu'on fasse ce qu'il faut pour éviter déjà l'éclosion des feux, ce serait la première chose. Et surtout, si jamais, avec toutes les précautions qu'on peut prendre, on a des feux de forêt qui apparaissent, eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre ces phénomènes? Et rassurez-vous, heureusement, on a malgré tout des pistes. Alors, Oui, les enjeux, bien sûr. ils Bien sont sûr, bien sûr, nombreux. mais alors n'étant pas forcément du domaine des risques à la base du tout, je savais pas je n'avais pas connaissance de la statistique concernant les feux de forêt, et il se trouve que la cause est majoritairement humaine, donc après Exactement. ça fait un Exactement. petit peu peur aussi. Après, la base n'est peut-être pas forcément, peut-être qu'il y a une éducation à avoir, jeter son mégot, ce genre de choses, c'est pas forcément des choses à faire. 90% des incendies, effectivement, sont liés à l'activité humaine. Oui, Volontaire ou moi je involontaire. pensais pas que c'était à ce point-là, oui. Ah oui, c'est Du sûr. tout. D'où la nécessité, peut-être, comme font certains départements, comme moi je l'ai vécu dans le Vaucluse, dans des périodes de sécheresse, comme il y a dans les Bouches-du-Rhône, un peu dans tout le département de la zone sud, en fait, les fermetures des massifs, quand on est vraiment à un risque élevé, pour éviter non seulement de provoquer un incendie, mais que des personnes qui se situeraient sur une zone où il y a un incendie puissent être prises par les flammes, quoi. Ouais. Et ce sera sans doute dans tes conclusions tout à l'heure, David, mais il est évident que, on va te laisser dérouler ton PowerPoint, mais que tous les processus de prévention prévus ont fait leurs preuves. Et démontrent clairement que dès lors où on met en place les OLD, qu'elles sont respectées, même si c'est pas simple pour les collectivités de les mettre en œuvre et de les imposer, ça marche. Que Tout à fait. les PPR, quand ils sont élaborés par les services de l'État, et c'est pas toujours simple avec les collectivités, parce que du coup, ça génère un certain nombre de problématiques, ça marche. Donc, Oui. certes, c'est des origines humaines, mais derrière, il y a des moyens de prévention qui existent. Oui, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a un exemple qui est assez parlant avec le feu de Gonfaron, où en fait, le contrôleur général Éric Roin, le directeur du SDIS du Var, lors du feu de Gonfaron, a fait faire une étude et a montré que 93% des habitations qui étaient correctement débroussaillées n'ont pas été touchées. Vous voyez? 93% des habitations qui étaient débroussaillées n'ont pas été touchées par l'incendie. Donc c'est quand même rassurant, malgré tout. Oui, mais c'est vrai. Si on respecte ces obligations légales de débroussaillement, et Dieu sait que c'est difficile, hein, pour avoir travaillé pendant 20 ans dans le département de Vaucluse et pour les avoir mis en œuvre ici dans le département de l'Aveyron, c'est compliqué de faire appliquer les obligations légales de débroussaillement. Les gens ne comprennent pas, la population ne comprend pas, et ils se sentent intouchables jusqu'à ce qu'il y ait un incendie à proximité de chez eux ou carrément chez eux, où là vraiment ils se disent « Ah ben oui, si j'avais su, j'aurais fait ». Malheureusement, le français fonctionne comme ça. Donc, je continue, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera un peu des pistes à envisager. Oui. Excusez-moi, je me permets de vous couper. Il y a Françoise Tess peut-être qui a partagé quelque chose sur la conversation. Est-ce que vous souhaitez communiquer dessus? Allez-y, oui, je ne sais pas si. Hop là. Ouais, c'était juste un complément complètement personnel, mais c'est vrai que nous, on est des professionnels qui agissent
pour tout un tas de choses, mais à titre personnel, bien évidemment, on peut être confronté. Et c'est vrai que moi, j'ai un souvenir, c'est ce que j'ai écrit là en ligne, d'une situation où j'étais en vacances en Corse, tranquille, dans le jardin, et deux feux de part et d'autre sur deux massifs et tout. Et franchement, ça a été un stress très important. Ils ont été éteints relativement rapidement, dans le sens où bah, c'est jamais assez rapide hein, quand, quand on voit que tout approche. Donc, il n'y a pas eu de problème, mais c'est vrai qu'on se sent vraiment très mal, quoi, et on ne sait pas quoi faire. Ben, je n'ai pas bougé. C'était peut-être ça ce qu'il fallait faire, j'en sais rien, mais en tout cas, on se sent démuni quand il y a ce genre de situation. Mm. Dans ces cas-là, il faut se tenir à disposition des autorités. Voilà. Si il y a nécessité, on vous demandera d'évacuer. S'il n'y a pas nécessité, on vous demandera de vous confiner. Voilà. Il faut se tenir à disposition, écouter la radio et se tenir à disposition des autorités, être potentiellement prêt à partir. Il y a des consignes comme ça qu'il faut donner. C'est important. Ça fait partie des pistes, justement. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, si vous permettez. Je vais dérouler un peu On plus vous vite. laisse poursuivre. Merci beaucoup. On ouvrira le débat largement là-dessus tout à l'heure. Donc les enjeux, ben, vous en avez conscience, et je vais passer assez rapidement là-dessus, les enjeux environnementaux, bien sûr, puisque vous savez que la forêt est un puits de CO2, d'absorption de CO2. Elle stocke 45% du carbone mondial hein, aujourd'hui, donc c'est quand même important. C'est le plus grand puits de carbone de la Terre après les océans. Donc c'est une ressource importante, mais en même temps, du coup, ben, quand il y a des feux de forêt, ben, ils libèrent ces CO2 qui favorisent les effets de réchauffement climatique avec les gaz à effet de serre. Et il faut savoir qu'à peu près, les feux de forêt entraînent 10 à 15% de la production du CO2 mondial. Voilà, donc c'est pas négligeable. Hein, c'est un neuvième ou un huitième de la production de CO2 totale. Quand on cumule les émanations de CO2 liées aux incendies, voilà, on se retrouve sur ce type de dégagement qui contribue du coup en boucle au réchauffement climatique, à l'augmentation des gaz à effet de serre, etc., etc. Vous voyez. Concernant la biodiversité, même chose. Bon, des études aussi scientifiques. Tout ce que je vous dis, ce sont des études scientifiques que j'ai recherchées, retrouvées et qui mettent en avant justement toutes ces choses-là. Donc, bien évidemment, ce n'est pas inventé. Toutes ces études ont eu lieu. Il y a une étude qui a eu lieu sur les feux en Amazonie qui démontre effectivement que tous les feux successifs en Amazonie mettent en péril la vie de 700 espèces au minimum. Donc, c'est considérable. Il y a eu 3 milliards d'animaux morts en Australie sur la saison 2019-2020. Donc ça me paraît tout simplement énorme. Donc voilà, sur la biodiversité, il faut savoir également que quand vous avez des feux, et nous c'est typique dans le sud de la France, lorsqu'on est confronté à des feux qui arrivent de façon fréquente sur les mêmes territoires, au final la végétation ne pousse plus. Vous vous retrouvez avec de la roche directe, vous avez plus d'humus, plus de matière organique, tout est lessivé par les pluies parce qu'il n'y a plus de végétation pour la protéger. Et la végétation ne pousse plus. Donc ça aussi, c'est prouvé scientifiquement que sur une période de 50 ans, quand vous avez 3 feux successifs au même endroit, il n'y a plus de végétation qui peut pousser. Voilà. Donc c'est à prendre en compte. Là, les enjeux sociétaux sur les vies humaines, bon, les exemples que je vous ai présentés jusqu'à présent sont parlants. Vous voyez que les comportements humains sont bien souvent la cause des pertes, mais il faut savoir également que les comportements humains ne sont pas que la seule raison des décès. On a des essais, ce qu'on appelle induits de ces différents feux, parce que les particules libérées lors de ces incendies provoquent, et c'est prouvé là aussi scientifiquement. Alors je vous allez dire, je vous fais peur, je suis désolé, mais ce sont des choses que j'ai trouvées dans ma recherche sur les études scientifiques. Ça favorise les AVC, de respirer des fumées ou de l'air chargé en suie ou en matière organique.
Donc voilà, c'est montré, c'est prouvé, il y a des études qui le montrent. Le nombre de personnes qui font des AVC suite à des incendies est augmenté. Alors, ce n'est pas dans des proportions fulgurantes, attention, hein, rassurez-vous, mais malgré tout, c'est présent. La santé mentale, je ne vais pas y revenir, vous, vous doutez bien que quand vous êtes confronté, madame tout à l'heure qui a pris la parole en est l'exemple, quand on est confronté à un feu de forêt sur son lieu de villégiature, c'est extrêmement marquant. Donc, il faut y penser. Et imaginez la personne qui a perdu son domicile, c'est encore pire. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte également pour les soutenir, pour être présent dans les collectivités, dans les communes, prévoir des cellules de soutien. C'est capital parce que se relever d'un incendie comme ça, c'est extrêmement difficile. La destruction des biens, vous avez compris que avec toutes les habitations qui sont détruites, c'est un coût économique, hein. Il faut savoir que la saison 2022 a coûté, selon France Assureur, près de 3 milliards d'euros. Donc, c'est pas rien. 3 milliards d'euros en France. Non, je crois que je vous dis une bêtise. Je crois que c'est plus que ça. Il me semble que c'est 10 milliards d'euros. Je vais contrôler tout de suite ce chiffre-là. Oui, c'est ça. En 2022, les catastrophes naturelles ont coûté 10 milliards d'euros, selon les assureurs. Donc, c'est pas rien, hein, 10 milliards d'euros, rien que pour nous. Quand on sait les difficultés financières actuelles, on comprend pourquoi nos assurances augmentent régulièrement. Concernant le coût opérationnel, il n'y a pas réellement d'études qui sont apparues. Toutefois, il y a plusieurs rapports de nos parlementaires qui sont sortis à la fin des années 2010, qui ont estimé que le coût moyen des avions bombardiers d'eau était à l'époque, en 2017, donc il y a quasiment presque une dizaine d'années, 90 millions d'euros. Quand on compte les largages, le décollage, le kérosène, l'entretien. Voilà, donc c'est pas rien, une année 2017 qui avait été plutôt dans la moyenne. Donc en fonction des incendies, on a là aussi des estimations qui sont faites sur les coûts globaux. Ça se chiffre facilement. Pour la Gironde, par exemple, je crois que les 10 premiers jours ont coûté 6 millions d'euros. Voilà, c'est ça. 6 millions d'euros, imaginez, en Gironde pour les 10 premiers jours de lutte. Donc pour un SDIS, c'est considérable, quoi. Alors, c'est bien sûr pas que le SDIS, puisque toutes les communes étaient concernées, puisque les communes viennent en soutien des populations, c'est leur rôle. Mais ça, mis bout à bout, c'est 10 millions d'euros, donc c'est pas négligeable. Voilà. Alors rapidement, le diagnostic là aussi, force-faiblesse du système actuel. Notre force, c'est ce que je vous disais, c'est que nous avons un système qui fonctionne plutôt bien, qui fonctionnait plutôt bien, mais qui, rassurez-vous, fonctionne encore plutôt bien, qui a été revu en 2025 à travers la stratégie nationale de défense de la forêt contre l'incendie, qui repose sur 3 objectifs majeurs, qui est de gérer les territoires de façon résiliente, pour éviter l'explosion des feux, réduire les superficies brûlées et limiter les conséquences humaines, matérielles, environnementales, économiques. Voilà. Cette stratégie a été revue, appliquée. Elle reprend bien évidemment les fondamentaux de la mission Vulcain qui fonctionnent très bien, mais elle élargit, elle donne un peu, si vous voulez, une vision globale et surtout favorise le travail interservice. Ce travail-là est, à mon sens, capital. Mais j'y reviendrai dans ma conclusion. Concernant les forces également, la complémentarité des moyens nationaux et départementaux, voire européens, depuis 2022. Donc, le système fonctionne très bien, il a été éprouvé. Nous avons une flotte aérienne composée de 12 Canadair et de 8 Dash, qui est répartie sur le territoire national. Alors, bien évidemment, en période estivale, plutôt sur la zone sud et sud-ouest. En plus de ces avions, l'État loue 6 hélicoptères, 4 hélicoptères lourds qui ont des capacités de largage de 3,5 tonnes et deux hélicoptères légers qui ont, eux, des capacités de largage d'environ 800 kg. Voilà, une tonne d'eau. Donc là aussi sont disposés sur le territoire, en Corse, sur les différentes bases aériennes qui sont présentes sur le territoire national et également déployés en fonction du risque. Vous avez compris que si le risque venait, et c'est ce qui se produit, venait à s'étendre,
et c'est ce qui va se passer avec le réchauffement climatique. 2022 a été un très bon exemple. Il faudrait déployer ces moyens sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle beaucoup de SDIS le font. Alors, je crois qu'on a le SDIS 13 qui est présent, mais pas que le SDIS 13, tous les SDIS de la région méditerranéenne louent leurs propres moyens bombardiers d'eau, soit des hélicoptères, soit des petits avions. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Et en plus donc, de ces moyens nationaux, il y a les moyens départementaux, donc les 250 000 sapeurs-pompiers présents en France, professionnels et volontaires, qui se forment de plus en plus justement à ces luttes contre les feux de forêt, appuyés là aussi tous les ans par des moyens militaires, les formations militaires de la sécurité civile, qui sont déployées sur tout le territoire. Donc, on a quand même des moyens conséquents disponibles. Nous avons jusqu'à 20 colonnes. Alors pour vous, ça ne vous dit rien, mais 20 colonnes, une colonne, c'est 60 hommes. Nous avons jusqu'à 20 colonnes qui peuvent être déployées rapidement sur tout le territoire national. Donc c'est plus de 2000 pompiers. Donc c'est important, 2000 pompiers, pour vous donner un ordre d'idée, sur le feu de Ribote, il y avait 2500 pompiers au plus fort de la lutte. Donc c'est quand même rassurant. Le dispositif fonctionne bien, il est coordonné par le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise qui est à Paris. Et en plus de ces moyens, nous avons le MPCU, les modules de protection de la communauté de l'Union européenne, pardon, de protection civile de l'Union européenne, qui fonctionne bien et qui a fait ses preuves en 2022 et qui là aussi déploie maintenant, depuis 2022, des moyens sur tout le territoire national, principalement au sud. Concernant les faiblesses, c'est assez prégnant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a une augmentation d'interface habitat-forêt. Pourquoi? Parce que la surface forestière augmente. Depuis le milieu du XXe siècle, la surface boisée augmente parce que l'agriculture est en perte de vitesse, le pastoralisme est en perte de vitesse. On a de plus en plus de bois qui sont laissés à l'abandon. Et donc, là, forcément, la forêt progresse et se rapproche des habitations. En même temps, la population augmente, donc le territoire, entre guillemets, bâti augmente aussi. Et forcément, on a une interface forêt-habitat qui augmente. Et comme on a dit tout à l'heure, 90% des incendies sont liés à l'activité humaine, eh bien, on augmente ce risque d'éclosion. Des forêts, je vous en parlais tout à l'heure, qui sont mal entretenues et fragilisées. Donc, mal entretenues parce que vous le savez, quasiment 75% de la forêt française est du domaine privé. Donc, ça veut dire que l'État n'a pas son droit de regard et pour la plupart, ce sont des petits propriétaires qui n'entretiennent pas leur forêt. Et donc, avec les sécheresses successives, vous avez une mortalité importante. Donc, vous avez de la matière première au sol qui accentue l'intensité des foyers et qui accentue les départs de feu et leur intensité en très peu de temps. Donc là aussi, ça joue contre nous. Et des moyens financiers et humains limités. Alors là, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire les difficultés actuelles de l'État qui ont une incidence directe sur les collectivités. Bon, je pas en face de moi, je pense que j'ai des élus qui sont peut-être même plus au courant que moi des difficultés que rencontrent les collectivités. Comme vous savez, les SDIS le budget des SDIS provient des collectivités, et si les collectivités sont dans des difficultés, les SDIS le sont par lien direct. Et pour autant, on a une augmentation constante de l'activité opérationnelle. Pas forcément liée au feu de forêt, mais l'activité courante, quotidienne, augmente régulièrement entre 2, 3 et 7% en fonction du département tous les ans. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, ça commence à être difficilement soutenable pour nos sapeurs-pompiers, pour nous, parce qu'il faut acheter des véhicules, il faut maintenir un niveau de formation conséquent, il faut renouveler les équipements. Voilà, ça coûte cher, mais c'est nécessaire. Concernant les opportunités, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années maintenant, tous les acteurs se sont mobilisés contre ce fléau et continuent à se mobiliser. La stratégie nationale de défense de la forêt contre l'incendie en est le témoin majeur, je dirais, puisqu'elle a pour objectif de mettre autour de la table
tous ces acteurs pour justement parler des possibilités qui existent à travers l'aménagement du territoire, qui est un point, à mon sens, important, la sensibilisation du public. Voilà, donc tout le monde est plus ou moins concerné et en tout cas se mobilise de plus en plus. La mise en place du pacte capacitaire, alors ça ne vous parle peut-être pas, mais pour nous, c'est très important. Depuis 2022, l'État a aidé tous les SDIS de France à travers une enveloppe de 150 millions d'euros répartis sur 5 ans pour l'achat de véhicules de lutte contre les feux de forêt. Dans l'Aveyron, nous l'avons fait, nous avons acheté 6 véhicules de lutte contre les feux de forêt grâce à cette aide de l'État, qui participe à hauteur de 50 à 60% sur l'achat de ces véhicules. Donc c'est important, ça a été un plus pour nous. Nous avons des véhicules du coup plus récents, mieux équipés, à moindre coût. Voilà, c'est comme si on avait eu une réduction de 50% pour l'achat de ces véhicules, ce n'est pas négligeable. On souhaite que le dispositif se termine en 2027 et on espère largement qu'il sera reconduit pour les 5 années à venir. Le mécanisme européen en plein essor, je vous en parlais, depuis 2022 maintenant, il est établi, constitué, il fonctionne plutôt bien. L'entraide européenne fonctionne très bien. Nous allons régulièrement aider nos collègues, comme eux viennent sur le territoire national pour venir nous prêter main forte. Et pour terminer par le côté négatif, l'extension du phénomène à la moitié des départements de France. Une étude de Météo France prouve que les départements, quasiment la moitié des départements de France seront concernés par ces phénomènes d'ici une cinquantaine d'années. Donc, ça veut dire qu'au fil des années, ça va se généraliser. On va avoir des années comme 2022 qui vont se rapprocher, qui seront de plus en plus fréquentes. Donc, il faut s'y préparer. Les départements, justement, du nord ou du centre de la France s'y préparent, commencent à équiper leurs massifs de caméras de détection, commencent à former leur personnel. Les sapeurs-pompiers, il y a actuellement en France une seule école de formation sur les feux de forêt, à partir du niveau de cadre, bien sûr, qui est reconnue au niveau européen, hein, et même mondial, puisqu'on accueille cette école nationale qui n'est pas l'ENSOSP, mais qui est une antenne un peu de l'ENSOSP, accueille des délégations étrangères pour justement apprendre le savoir-faire français. Donc nous avons un excellent savoir-faire qui est dispensé dans cette école, dans laquelle j'enseigne moi aussi d'ailleurs, puisque c'est toujours bien de faire partager un peu son expérience. Et cette école donc fait partager justement ses retours d'expérience et permet d'avoir surtout une seule et même méthode d'attaque des feux. Donc ça veut dire que sur tout le territoire national, vous pouvez avoir des groupes ou des colonnes de renfort qui vont venir du nord de la France, ils connaîtront notre discours. Et ça, c'est un avantage important. Les dispositifs réglementaires existants mais non respectés, on en parlait. Il y a les PRIF, les plans particuliers risques incendie feux de forêt. Il y en a, je crois, sur le territoire national, à l'époque où je m'étais renseigné, 700 sur tout le territoire, donc ce n'est pas beaucoup. Les plans massifs aussi qui existent. On en parlait aussi, les OLD, les obligations légales de débroussaillement, qui existent et les dispositifs réglementaires sont là, mais voilà, ils ne sont pas suffisamment respectés et appliqués. On avance petit à petit, il y a des contraintes bien évidemment qui sont présentes et on imagine largement que dans les communes ou les départements, tout n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais pour autant, il faut essayer d'avancer et d'utiliser ces dispositifs réglementaires qui existent pour nous permettre à nous d'avoir des luttes contre ces incendies sécurisées, quoi. Et bien sûr, les conditions climatiques propices à l'apparition des feux extrêmes, hein, donc une sécheresse importante, des épisodes caniculaires qui se succèdent. Il faut savoir que le feu de Ribote s'est déclaré suite à 3 années de sécheresse consécutive. Le département de l'Aude n'avait pas eu de pluie significative depuis 3 années. Plusieurs villages d'ailleurs étaient coupés d'eau potable depuis plusieurs années. Donc voilà, ceci explique cela, sécheresse, canicule, voilà ce qui arrive. Donc une végétation qui était déjà un stress hydrique plus, un peu de vent, et là vous avez tout ce qu'il faut pour mettre le feu aux poudres.
Alors les pistes, ben, on va en parler un peu ensemble, hein. Je pense qu'on en a tous discuté plus ou moins et entendu parler. La première, c'est l'information. On le voit, l'information du public est capitale sur les risques feux de forêt, notamment dans les départements méditerranéens qui sont extrêmement touristiques, où vous avez des gens du public qui arrivent d'autres départements qui ne sont absolument pas confrontés à ces risques-là, qui ont des attitudes totalement déplacées. Je vais vous prendre un exemple dans le département de l'Aveyron. L'été dernier, dans le massif du Causse Noir, qui est un massif à risque, plus pour nous, parce que il fait plusieurs dizaines de milliers d'hectares d'un seul tenant, on n'a pas de coupure. Vous avez des gens en plein été qui font des barbecues en plein milieu, qui campent. C'est interdit, bien sûr, hein, mais le massif est tellement grand et les moyens de contrôle sont malgré tout limités. Ils font des barbecues le soir en plein milieu du massif forestier. Voilà, ce sont des comportements qui sont totalement inacceptables. Donc déjà qu'on commence par faire une information sur ces publics-là, combien de fois on a eu des départs de feu suite à des gens qui ont jeté des mégots par les fenêtres? Dans l'Aude, ça arrive quasiment tous les étés. Tant qu'on aura des comportements comme ça, ben forcément, on aura des éclosions d'incendies importants. La formation, je vous en parlais, la formation de sapeurs-pompiers, donc elle est commune maintenant avec cette école à Valabre. Elle est importante, elle est reconnue, et puis il n'y a pas que la formation de sapeurs-pompiers aussi qui est importante, il y a la formation potentiellement des autres acteurs hein, de l'ONF qui participent avec nous aux formations, des forces de l'ordre, police, gendarmerie qui participent avec nous, mais aussi des élus. On a de plus en plus d'élus qui viennent sur ces formations à la fois de gestion de crise ou de lutte contre les feux de forêt pour jouer leur propre rôle. Et en jouant leur propre rôle, ils s'approprient quelque part les risques liés à ces incendies. Donc tous les acteurs commencent petit à petit, le directeur de l'école justement fait venir ces acteurs qui ont un rôle important à jouer dans ces incendies-là. Le terme suivant, ça s'appelle la défendabilité. C'est un terme qui a été plus ou moins mis à l'ordre du jour par justement le contrôleur général Éric Groin, le directeur du Var, et qui concerne justement cette étude qu'il a faite sur le feu de Gonfaron, où il a mis en avant que 93% des maisons débroussaillées avaient été sauvées. Et ce qu'on entend par défendabilité, c'est un accès à une maison qui est débroussaillée, propre, ça veut dire qui est accessible facilement. Donc en cas d'incendie, un véhicule qui accéderait sur la piste serait protégé. On arrive sur une habitation qui est correctement débroussaillée, avec le rayon des 50 mètres réglementaires, mais aussi qui possède potentiellement un point d'eau et qui est bâti de façon intelligente. Éviter d'avoir des matières plastiques sur des maisons qui sont en plein massif. Des volets bois épais, voilà, des bonnes... éviter d'avoir des grands végétaux à proximité d'une habitation, comme on voit souvent en Provence, des ifs. Hein, j'ai vécu à Gordes pendant quelques années. C'est la mode, c'est joli, c'est vrai, d'avoir des ifs à côté de son habitation, mais les ifs, il n'y a rien de plus inflammable. Voilà. Et enfin, la coordination, donc la coordination opérationnelle, donc c'est ce que je vous disais, notamment en formation avec les forces de sécurité qui sont bien présentes, mais aussi les élus qui jouent leur propre rôle. Un maire sur le territoire de sa commune, il ne faut pas oublier, est directeur des opérations de secours et a un rôle important à jouer dans cette gestion de crise. Donc cette coordination est importante et si chaque acteur connaît très bien son rôle, ça facilite les échanges et ça facilite la lutte. Voilà. Juste, je tenais à vous faire un dernier point, un petit retour sur le contexte des feux 2025 qui a été fait lors de la saison, qui a été fait lors du bilan de la campagne feux de forêt 2025, et sur lequel il ressort que, en fait, l'aménagement du territoire est à l'origine du changement du comportement du feu. Pourquoi? Parce qu'on a ce que je vous disais, le développement des friches agricoles propices à la propagation des feux, l'entretien insuffisant des roubines à sec durant l'été, qui laisse place à des broussailles très inflammables. Je vais vous donner un exemple assez parlant. Le feu de Ribote, un ami à moi, donc, qui était le commandant des opérations de secours, m'envoie et nous envoie un groupe d'amis le départ de feu
à Ribote. Et dans l'axe de propagation du feu, on s'aperçoit qu'il arrive à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie. Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, dans l'Aude, c'est un village groupé où vous avez tout autour des champs. Pas de forêt, pas de maquis, que des champs plus ou moins cultivés. Et on s'est dit, bon, ben, le feu va s'arrêter à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie puisqu'il n'y a plus de matière à brûler. Eh bien, on s'est trompé, puisque le feu a traversé Saint-Laurent-de-la-Cabrerie très rapidement, et il est passé justement par ces robines. Ces robines qui étaient, souvenez-vous, je vous ai dit que l'Aude faisait face à une sécheresse qui durait depuis 3 années. Donc il y avait des robines qui étaient sèches, avec des broussailles très inflammables, et le feu donc a traversé ces robines, a longé ces robines et a rejoint du coup d'autres massifs. C'est comme ça qu'il a pu traverser comme ça 2-3 kilomètres comme ça de plaine agricole. Donc on ne s'en doutait pas jusqu'à présent, on s'en est rendu compte grâce à ce feu-là. Un réseau de défense extérieure contre l'incendie limité, là aussi, quand vous avez des grands massifs qui sont défendus par 2 ou 3 citernes, mais vous comprenez bien que les citernes, quand vous avez une rotation ou 2 rotations d'un groupe incendie feu de forêt dessus, elle est vide. Voilà, donc il faut avoir un réseau qui soit dense, accessible et relativement bien distribué sur le massif. Et donc, une application mal respectée des OLD, encore une fois, ça a été mis en avant. Toutes les maisons qui ont brûlé. J'ai des photos de ce feu de Ribote, justement, où on voit des habitations qui étaient correctement débroussaillées, qui n'ont pas du tout brûlé. C'est ouvert tout autour de ces habitations, donc c'est assez flagrant. Et je pense qu'on ne les montre pas assez. On ne fait pas assez de pédagogie là-dessus. On essaye, donc c'est ce que j'essaie de faire avec vous, avec le public que j'ai en face de moi. Les OLD, ça marche. Voilà, ça marche et ça marche très bien. David, on a une question de Dominique. Dominique, Oui. je vous laisse la poser. Oui, enfin, vous avez en partie répondu à cette question, mais je voulais savoir si dans les pistes, il n'y avait pas également des actions à mener dans l'aménagement des forêts elles-mêmes. C'est-à-dire peut-être quand on fait du reboisement, reboiser avec des essences particulières ou Exactement. Exactement. Oui, parce qu'actuellement, on laisse faire le repeuplement. Quand vous avez un incendie qui est passé, ben, naturellement, vous avez à nouveau des pins qui repoussent, hein, parce que ben, c'est l'arbre qui pousse le plus naturellement, sauf que c'est une essence extrêmement inflammable. Donc, on essaye de diversifier là aussi. Oui, pardon. Non, c'est bon. On essaie de diversifier les plantations, c'est important. De mettre des essences qui sont moins inflammables, mais en même temps, quand vous avez des sols qui sont terriblement appauvris, c'est difficile de les faire prendre. Donc, il faut les entretenir, il faut les arroser, il faut recréer ce couvert végétal avec des essences qui sont plus diversifiées et moins inflammables. En complément, Arnaud, je vois que tu écrivais sur le chat. Vas-y, je te laisse compléter parce que c'est des éléments qui me semblent aussi tout importants et que je l'ai donné, mais c'est mieux que ce soit le ZIS-13 qui le lise. Pour ceux qui ne connaissent pas, Arnaud Gaillard, adjoint au groupement qui connaît pas le feu de forêt dans le 10-13. Nous, on a cette politique-là qui a été reprise par le colonel depuis un moment, la défendabilité. On a des écrits de la préfecture depuis 2014 sur ce sujet-là. Chez nous, la notion de point d'eau, elle n'est pas facultative, en fait, elle est obligatoire dans l'aménagement du territoire. Sinon, on ne va pas défendre la zone, clairement, puisqu'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Pour ce qui est des forêts, il y a le plan départemental de protection des forêts contre l'incendie. Donc ça, c'est au niveau départemental, avec pareil, le pilotage par la direction des départementales des territoires. Et ensuite, on décline au niveau de chaque massif. Alors, c'est pas forcément, c'est sûr qu'il y a des régions de France où c'est encore pas en place, mais ça se met en place tout doucement. Et c'est tout l'intérêt de la chose, c'est d'agir sur l'aménagement du territoire avant d'agir sur la lutte. C'est là qu'on gagnera et du temps, et de l'argent, et de la sécurité. Vous avez tout à fait raison. Alors, le département des Bouches-du-Rhône est un bon exemple, entre guillemets, parce qu'il a été confronté depuis des décennies à ces feux de forêt. Il a su rebondir à travers ces différents incendies et surtout, et c'est important et ce n'est pas négligé, il a les moyens. Il a les moyens justement de mettre en place tous ces systèmes-là, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de citoyens français. Mais heureusement, je dirais, heureusement.
C'est clair que l'éducation est essentielle à cela. Philippe, vous vouliez intervenir? Oui, Philippe Lamine, je suis le sous-directeur de la forêt au département des Bouches-du-Rhône et le chef du service des forestiers sapeurs. Sachant que les forestiers sapeurs, c'est un corps de fonctionnaires territoriaux qui existe dans 8 départements et dont la mission est la lutte contre, enfin, de préserver les forêts contre les incendies. Ça se décompose en des travaux de débroussaillement pendant l'hiver et des patrouilles pour intervenir en 6-7 minutes sur les départs de feu pendant l'été. Dans les Bouches-du-Rhône, bon, c'est vrai qu'on a des moyens. On travaille beaucoup je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'interservice, c'est très important. On est tous complémentaires. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que les Bouches-du-Rhône, qui était le département qui est certainement le plus soumis à risque feu de forêt de France, en tout cas, c'est celui qui a le plus de zones classées en risque extrême pendant l'été. C'est un de celui qui a les meilleurs résultats dans la lutte, mais c'est dû à une politique qui est ancienne, un travail en interservice et la présence de 150 forestiers sapeurs, complétés par 40 auxiliaires de protection de la forêt méditerranéenne de l'Office national des forêts. Donc presque 200 personnes qui passent l'hiver à entretenir les massifs et à les préparer pour les feux. Ça fonctionne bien. Ce qui serait intéressant, il y a plusieurs études qui sont faites par des gens qui font des formations à l'ENSOS, notamment, c'est quel est le bénéfice coût et typiquement quand on voit les investissements qui sont faits dans les Bouches-du-Rhône avec les forestiers sapeurs, avec les patrouilleurs l'été, etc., qui permettent finalement l'évitement, on n'arrive pas à fixer souvent en face l'investissement qui est lié à cet évitement qui a permis d'éviter des feux naissants ou de les attaquer plus rapidement, et ce que ça aurait coûté si on n'avait pas mis en place. Et c'est là qu'est le vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on compte chaque euro qui est dépensé, mais on regarde rarement chaque euro qui a été économisé grâce à cet investissement-là, qui est de la prévention dans les faits, en fait. Alors on le fait maintenant, hein. C'est vrai que maintenant, systématiquement, dans beaucoup de départements, on estime, à travers une fois qu'il y a un incendie ou un feu de forêt, on regarde le coût du sauvé. On le met à la balance par rapport aux investissements et effectivement, on le fait connaître au plus large public possible parce qu'il s'avère que c'est rentable, quoi. Quand on s'aperçoit, si les moyens n'avaient pas été mis en place, ce que ça aurait pu représenter en termes de superficie brûlée et de coûts réels, voilà, on s'aperçoit que les moyens qui ont été mis en place pour ça sont largement remboursés, quoi. On le fait de plus en plus dans les départements, notamment de la région méditerranéenne. Les Bouches-du-Rhône le fait, mais on a malgré tout un manque de communication encore là-dessus. Le public, le grand public ne le sait pas. Il y a un autre problème aussi, c'est que le coût de la prévention dans les Bouches-du-Rhône, il est assuré par l'État et par les collectivités locales, hein, les forestiers sapeurs, le SDIS, ainsi de suite. Et le coût d'un sinistre, c'est souvent les assurances et d'autres personnes. Donc, c'est ça le problème. Enfin, le problème, entre guillemets. Mais ce qui est certain, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, on est largement gagnant. Même si l'argent investi sort d'une poche et les non-dépenses concernent d'autres poches, mais ce n'est pas grave. Collectivement, sur l'ensemble, on est largement gagnant. C'est ça. Et c'est vrai que les Bouches-du-Rhône, il y a les forestiers sapeurs dont on ne parle pas si souvent que ça, en fait, et qui sont absolument indispensables dans le dispositif départemental. Au quotidien, c'est absolument fondamental. En revanche, il reste quand même quand même une part non négligeable de forêts privées. Et là, je ne sais pas si les forestiers sapeurs, vous intervenez sur les forêts privées. On intervient le long des pistes, quel que soit le propriétaire. D'accord. Quel que soit le propriétaire, on débroussaille le long des pistes, mais c'est un travail qui est important, qui est en développement. Et juste pour votre information, jusqu'à il y a 2-3 ans, au niveau de la fonction publique territoriale, on était assimilé à des gens qui s'occupaient des parcs publics et des jardins, hein, d'agents techniques simples. Depuis 3 ans, il y a maintenant une fiche forestier sapeur parce que le Centre national de la fonction publique territoriale a bien senti que c'était un métier qui risquait fortement de se développer. C'est ça, vous avez tout à fait raison. C'est une bonne nouvelle. Oui. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. D'autres interventions? Voilà, j'avais terminé ma présentation. Je ne sais pas si maintenant il y a des questions. Oui, bonjour Lionel. Bonjour, alors j'active ma caméra. Moi j'aurais une question par rapport donc en complément des OLD.
tout ce qui est système d'autoprotection autonome, est-ce que ça peut être intégré justement dans la tactique La de lutte disposition constructive. Comment? Dans les dispositions constructives des habitations, vous voulez dire? Alors, c'est-à-dire que alors, pour ma part, je suis le fondateur d'une société en fait où on fait des systèmes d'autoprotection autonomes contre le feu de forêt. C'est-à-dire on installe des perches autour des qui sont autonomes et qui explosent pas l'utilisateur. Alors ma question en fait, elle est plus axée sur la mise en avant de ces systèmes. Alors je sais que le département des Bouches-du-Rhône, ils mettent en avant l'achat de kits motopompes, mais du coup c'est des kits motopompes qui existaient mais qui explosaient le personnel. Donc nous en fait on a créé ce système puisqu'on est pompier de métier. Et du coup on aimerait voir si dans un cadre de développement à grande échelle et d'intégration dans la tactique de lutte, ça peut être faisable ou pas. Oui, bien sûr. Après, toutes les idées sont bonnes à prendre, hein. Maintenant, l'efficacité, alors, je sais qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place sur certaines habitations dans le département du Var. On peut tout faire, hein. On peut tout faire. Des dispositifs de brumisation qui permettent d'humidifier la zone à proximité des habitations. Sont des choses qui se font. Mais après, à grande échelle, c'est autre chose parce que je dirais, c'est du ressort du propriétaire. C'est du ressort du propriétaire privé. Et l'imposer comme ça dans une construction, ça me paraît délicat, quoi. Alors Si nous je on peux me permettre réfléchissait pour le plus. 13, hein. Oui, Arnaud, j'allais justement te donner la parole, Ouais. puisque tu as eu ça à gérer il n'y a pas très longtemps dans tes précédentes fonctions. Me semble-t-il, sur plan de campagne, certains ERP ont des obligations là-dessus. Ouais, alors c'est des obligations, on va dire, compensatoires, hein, qui sont fournies par le groupement de prévention. Et avant de vouloir mettre, je pense, des dispositifs qu'il faut entretenir sur des habitations, hein, avec un coût qui peut être non négligeable, hein, mais qui sont très efficaces. Alors si l'habitant a le moyen de le faire au niveau financier et qu'il est un peu soutenu par son assureur, parce que c'est aussi ça, hein, la question de fond. Et bon, de ce qu'on voit nous, c'est qu'un bâti pour lesquels les OLD sont respectés, quelque chose d'obligatoire, hein, je le rappelle, hein, obligatoire, n'a pas forcément la nécessité d'avoir un système de protection, d'accord, en sus. Donc déjà, on s'inquiète de bien faire ces OLD et après, s'il reste du budget, j'ai envie de dire, faisons plus, hein, et ça, il n'y a pas de souci, hein, on n'est jamais fermé à ça. Mais la vraie bataille, elle se fait sur les obligations légales de débroussaillement. Parce que si vous enlevez de la masse combustible, il n'y a pas forcément nécessité de mettre tout un système pour protéger du bâti, clairement. Hein, donc le vrai sujet, il est d'abord sur l'OLD. Si elles sont respectées, et les dispositions constructives, qu'elles soient d'aménagement sur une zone complète ou d'un bâti quelconque, quand c'est respecté, le bâti, on est en sécurité à l'intérieur et il ne brûle pas. Il faut vraiment le voir comme ça. Et c'est la problématique, on l'a vu sur Campfire, hein, la vidéo, elle parle d'elle-même. Hein. Et les Américains commencent à réfléchir, à se dire, bon, on fait des maisons en bois, c'est rapide à faire, c'est très bien et tout. Par contre, une fois que le feu est dedans, vous perdez des communautés complètes. Voilà, donc le bâti provençal en bois dur. Alors, on a des sujets, il y avait une visio ce matin, je sais que mes collègues de la prévention et du feu de forêt chez nous, mais peut-être d'autres y participaient, sur l'intégration du bâti bois et de l'aménagement bois, hein, des constructions, puisqu'il y a tout le volet environnemental avec inclure la filière bois dans des choses comme ça. Dans les zones d'interface bâti-forêt, c'est un sujet. Alors le colonel l'a très bien dit aussi, c'est qu'on va vers des puissances de panneaux radiants au mètre linéaire qui sont énormes. Donc à part le minéral, il n'y a pas grand-chose qui résiste. D'autant que rajouter, on va dire, les ressources hydrauliques, on va aussi vers des moments où la ressource hydraulique en plein été se pose des questions. Alors, de comment est alimenté votre département ou votre zone, hein, et la quantité d'eau à fournir et à avoir à ce moment-là, c'est une vraie question. Alors, si on fait les OLD qui demandent en phase avant la saison, et derrière, on a les dispositions constructives qui vont bien avec du minéral et pas de PVC ou pas de mobilier extérieur, des choses comme ça, on a quand même une grosse partie de la réponse qui peut déjà être apportée à moindre coût, parce qu'il y a aussi cette chose-là à prendre en compte, hein, c'est le coût. Parce que dans le contexte actuel, vous avez du mal à mettre 20 litres d'essence dans le réservoir. Voilà, il faut aussi intégrer ça et c'est des sujets quand même qui sont connus. Et voilà, faisons déjà les OLD au printemps.
ayons le bâti bien pensé au départ, avec les aménagements, que ce soit la voirie et la défense extérieure contre l'incendie adéquate, à minima, hein, on ne demande pas non plus la lune, hein, parce que le 60 mètres cubeurs sur un poteau incendie, c'est 2 LDV 500 pour les pompiers. Donc des lances, hein, 2 lances à 500, c'est un fourgon. On n'est pas non plus sur une demande extrême face à l'incendie. Et n'oublions pas que la défense extérieure contre l'incendie, avant de parler de feu de végétation à proximité du bâti, elle vient du risque généré par un bâti lui-même quand il prend feu. Voilà. Merci Arnaud. En complément de ce que tu viens de dire, effectivement, le 1 de la lutte, c'est les OLD. Je pense que le 2, c'est aussi quand même les plantes ornementales que l'on a plutôt tendance à coller le long des Oui, bâtiments et dont certains c'est nombre très. d'entre elles posent pas mal de difficultés. Les laurières, c'est beau, mais ça pose d'autres difficultés, ça prend très vite feu. C'est Alors, il y bourré a de un guide, hein. graines hyper Il y a un inflammable. guide Oui, qui il y a un existe, guide. hein. Il y a Voilà. un guide qu'on avait présenté il y a quelques années d'ailleurs Ouais. avec notre cher ami Pastor du ZIS 13. Mais je pense qu'on refera une petite chose là-dessus parce que la pédagogie, c'est la répétition et ça peut être intéressant. Et puis effectivement, en 3, c'est quand on a la possibilité de mettre des moyens complémentaires. Ce que certains industriels qui sont en zone euh, un peu particulière cherche à avoir. On a quelques industriels type Céveso qui veulent faire, certes de l'OLD, mais qui veulent éventuellement mettre en place d'autres outils. Et c'est là que des outils tels que Lionel les propose peuvent être aussi tout à fait intéressants. Bien sûr, Tout à fait. effectivement. En fait, nous, le système, c'est vraiment un complément. On dit nullement qu'il ne faut pas faire les OLD, au contraire. On est même dans la prévention et enfin, voilà, Oui, j'ai dans bien l'encouragement aux OLD là-dessus. Mais en fait, nous, l'intérêt, c'est faire un complément et d'avoir une action de prévention et de lutte avant l'arrivée des secours. Et en fait, l'intérêt, c'était vraiment d'aider les services de secours. Quand ils arrivent, enfin, en tant que pompier, quand on fait une défense de points sensibles, souvent, on s'expose beaucoup. Et l'intérêt, voilà, c'est d'avoir un outil supplémentaire pour les services de secours, mais surtout qui n'expose pas l'utilisateur et la personne pour protéger son bien ou son outil de travail. Parce que souvent, on voit les gens avec un tuyau d'arrosage qui essayent de défendre leur maison et des fois, malheureusement, comme on l'a vu à Gonfaron, ils y perdent la vie et du coup, ça crée une autre problématique et une autre dimension à l'incendie. On est d'accord que si les OLD sont faites, il n'y a pas de défense de points sensibles à effectuer, hein. Je suis C'est pas bien tout à fait fait. d'accord, mais Ouais, moi, je vous le dis. Et en plus, pour être allé sur le terrain il y a une quinzaine de jours pour le groupement centre chez nous, hein, on avait un bâti qui faisait l'objet d'une autoprotection avec mise en place, hein, par le propriétaire privé, hein, une très belle installation. Par contre, bon, on avait du bois mort, tout ce qu'il ne fallait pas autour. Et là, bon, et c'était un peu paradoxal d'avoir une super installation alors que les OLD de base ne sont pas faites, quoi. Françoise, tu voulais intervenir? Oui, merci. Concernant les OLD, François Stess, Nîmes Métropole, donc en charge du plan intercommunal de sauvegarde, mais aussi d'action vis-à-vis des différentes communes. On a 39 communes, dont certaines qui sont vraiment très proches, on va dire même au milieu de massifs boisés. On a été interpellés lors d'une précédente réunion dans une commune où on nous a demandé de l'aide à Caroline, donc du CIPRE et à moi-même, sur justement de la pédagogie à faire sur les OLD, comment finalement faire accepter des choses qui ne le sont pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de terrains, de ce que j'ai compris, qui sont avec des beaux arbres, etc. Et les propriétaires sont confrontés à deux problématiques. Déjà, abattre ces arbres, c'est psychologiquement compliqué. Et aussi, en termes de moyens financiers, ce qu'on nous dit aussi, c'est moi, je n'ai pas les moyens d'aller abattre tous ces arbres, quoi. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est vrai que c'est une problématique majeure, hein. Nous, alors dans le département de l'Aveyron, les OLD ont été mis en place. Je rejoins le département du Gard le 1er juillet. 1er juillet, je suis le directeur adjoint au SDIS du Gard, donc on se croisera peut-être. Enchanté. On se parlera forcément pour les PIX notamment. Je note votre nom. David, merci. Allez, hop, c'est Donc, fait. pour D'accord. vous dire, effectivement, on a mis en place les obligations des broussaillements dans le département de l'Aveyron. Comme c'était une première, que jusqu'à présent, ça n'existait pas, nous avons associé un sapeur-pompier à la visite de toutes les communes.
qui étaient concernés. Dans le département de l'Aveyron, bon, on peut le faire, il y a 91 communes. On a dédié un poste qui a été financé par la préfecture uniquement à cette pédagogie-là. Alors, ça se fait ailleurs, sans doute. Nous, c'est la meilleure solution que nous avons pu trouver pour faire de la pédagogie, parce que rien de tel qu'un sapeur-pompier pour dire aux habitants ou aux élus les risques auxquels ils vont être confrontés, leur faire une démonstration, leur expliquer le pourquoi du comment. La parole d'un pompier, et c'est vrai, est toujours mieux écoutée que celle d'un, ça n'a rien de péjoratif, mais quelqu'un de l'État, d'un fonctionnaire d'État qui viendrait essayer de porter la bonne parole. Effectivement, la réponse qui m'a été apportée, c'est donnez-leur mon mail, une personne de la DDTM très sympathique au demeurant, mais en fait, qui me disait ça en me disant aussi, ça sera pour 2027, quoi, donc youpi. Voilà. Donc, en gros, dans le Gard, enfin, en tout cas, chez moi, il n'y a rien. Voilà. Il y a une opération qui s'appelle Gaffe au feu qui va être mise en place par la préfecture du Gard, quand même, Oui. pardon, hein, mais en fait, c'est vraiment très localisé, c'est pédagogie pour les enfants, etc. C'est vraiment pas ciblé sur ce qu'on vient d'évoquer là, quoi. D'accord. Bon, au moins, Pour vous le êtes faible, au courant. On en à parlera titre peut-être. d'exemple, pour le 13, si vous voulez, nous on a développé deux choses récemment, à la demande de nos autorités. En interservice, le colonel en parlait tout à l'heure, on a un plateau OLD qui a été développé à côté de notre centre de formation qui permet à tout à chacun, notamment aux élus nouvellement nommés, de faire le tour de ce plateau LD qui fait 1,8 km et où on déambule dans le massif, en bordure de massif, pour comprendre les problématiques et ce qui n'est pas bien et ce qui est bien à faire. Voilà, on va faire. Et derrière, on a développé aussi un module de formation à destination grand public, élus et interservices, qu'on appelle sensibilisation au risque d'espace naturel, le CERIFEN, qui permet, lui, de se décliner sur les territoires. Donc, typiquement, là, on est en train de le développer en se servant, en formant, on va dire, des agents des réserves communales de sécurité civile, en fait, qui vont être les porteurs de la bonne parole sur le risque d'espace naturel sur leur territoire. Voilà. Ça permet pour nous de décharger une partie de la formation, mais aussi d'avoir un message uniformisé sur les attendus. Et ce sont aussi des personnes qui, en saison estivale notamment, participent aux actions de prévention en direct. Ce sont aussi des interlocuteurs de terrain à proximité des populations. Et je pense que c'est une cible qui est adaptée pour le discours en complément du volet des DTM, forcément, ou une mère, on va dire, plutôt punitive sur le respect des OLD. Voilà. Et en complément, même Arnaud, on a la formation avec, les formations avec l'ATD13, qui est une association qui est en lien et qui est une émanation du Conseil départemental des territoires, qui a pour objectif de soutenir juridiquement les élus et de les former sur un certain nombre de sujets. Alors là, ça va être comment on tient un conseil municipal, etc. Mais c'est aussi sur les sujets de risque, puisqu'on a à minima une formation par an sur chacun des thèmes, feux de forêt, inondation et PCS-PIX. Donc celle sur feu de forêt, c'est le SDIS-13 qui l'apporte avec la TD pour sensibiliser, former l'ensemble des élus du département à ces sujets et à l'ensemble des sujets en lien avec le feu de forêt, puisque c'est le sujet du jour. ATD, c'est l'Assemblée des... Je sais pas, ATD. Agence technique départementale. Ah, d'accord, ok. Mais c'est propre à chaque département. Il y en a une presque dans tous les départements, mais pas tout à fait. Mais chaque ATD a des compétences qui lui sont propres. Donc, je ne sais pas si l'ATD du 30 a les mêmes fonctions que celle de l'ATD des Bouches-du-Rhône. Je vais me renseigner, mais je n'ai jamais entendu parler. Je suis pas convaincu qu'il y en ait une, et s'il y en a une, c'est fort probable qu'elle ne fasse pas la même chose que dans le 13. Ouais, dans le 30, on a surtout une collègue qui s'occupe de la prévention des inondations. Il y a un site Noé, etc. Donc vraiment sur cette thématique, sur les feux de forêt, je vais questionner. Merci en tout cas, c'est intéressant de savoir tout ça. J'avais une autre question, non ? Ah oui, pardon, Monsieur Gaillard, je me permets de vous interpeller. Est-ce que éventuellement, si on souhaite, nous, les gens du Gard, aller sur le site de plateau, la OLD, est-ce que c'est possible ou pas? Il est ouvert au public, tu peux te balader autour. Si tu veux, je t'enverrai les coordonnées GPS, c'est une super balade à faire à pied.
Je l'ai faite avec des industriels il n'y a pas très longtemps et avec le colonel en charge du grit. D'accord. Donc, je peux balader les élus communs, enfin, n'importe qui, tous les Sur élus la qui balade seront. un peu formalisée, je pense qu'il vaudrait mieux rentrer en contact avec nous avec une Bah demande plus oui, formelle ça serait quand même pas auprès mal qu'on de soit notre accompagné. direction. Voilà. Et ça peut permettre aussi d'avoir peut-être le module Serifen en même temps pour voir de quoi il en Ouais. retourne et derrière ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de souci. Si tu D'accord. veux faire un voyage pédagogique avec tes élus, c'est hyper intéressant. Et là, on Mais peut oui. faire un truc en lien avec le ZIS 13. Et Et tes puis c'est collègues du le. 30, hein, parce que ça serait embêtant Oui, que bien les sûr. collègues du ZIS 30 se disent comment ça se fait que mes élus aillent voir le ZIS 13. Mais Ah bah, on connaît du monde dans le 30, c'est bon. Non, non, mais il faut faire le lien, effectivement. Donc, ça sera Monsieur Gaillard directement à solliciter? Ouais, oui, vous pouvez solliciter passe par Caroline, Françoise. Et Ouais. Voilà, ouais. Arnaud, on le Ok, connaît depuis très très longtemps. Donc, on fera le lien. ça marche. Merci. Oui, oui, Frédéric? Oui, bonjour, je suis Monsieur Frédéric Bolano, je suis élu sur la commune de Port-de-Bouc. J'ai pu y aller directement à vélo voir le 11 avril le plateau LD que j'ai trouvé très instructif. J'ai suivi également le module Serifen. Et nous avons sur la commune une réserve communale. Et j'aimerais l'intégrer à ce Serifen, mais d'abord j'aimerais que les équipiers soient formés. Et comment ils pourraient dispenser tout ça aux administrés de la commune en fait. Les supports, enfin, tout ce qui a trait au Serifen. Et je rejoins le colonel Mercier. S'il pouvait y avoir un sapeur-pompier qui soit avec nous, la parole ne serait que plus forte pour sensibiliser le public, quoi. Parce qu'avec l'esprit méditerranéen, parfois, on a du mal à faire entendre raison à certaines personnes. Peut-être qu'il faudrait en discuter avec votre chef de centre, avec Olivier Ouais, c'est Cambois. ça. Le point d'entrée, Oui, c'est tout le à centre fait, de ouais. secours local. Pour les formations des membres du comité communal feu de forêt ou de la réserve communale de sécurité civile, il y a l'association départementale des comités communaux feu de forêt. Ouais, la D13, oui. Voilà, et qui met ça en place et qui gère ça. Je pense que vous avez tout intérêt à prendre contact avec eux. Ils sont basés à Gardanne, à l'écomusée à Gardanne. Mais bon, vous trouverez facilement leurs coordonnées. Et le président, c'est Monsieur Charin, le maire de Vauvenargues. Et Frédéric, ce que je vous propose, c'est que vous passiez par Cédric Pastor, qui est votre responsable en charge des Oui. risques majeurs. On a un exercice lundi après-midi de votre Oui. PCS, que ça peut être l'occasion d'en discuter avec ma collègue Mélanie qui sera chez vous, pour caler tout ça avec l'AD et notamment Jean-Louis Geoffrey, qui est un peu l'interlocuteur technique de toutes les réserves communales, et avec Olivier Camboris, parce que Olivier pourra pas être là lundi, mais c'est clairement lui au quotidien qui vous suit sur ces sujets-là. Ouais, passer par Olivier, par le local, c'est le plus simple. Ok, Oui, merci José. beaucoup, Monsieur Gaillard. José? Oui, je suis le trésorier de l'association départementale. Donc, vous pouvez passer par Jean-Louis Geoffrey, effectivement. Je voudrais simplement témoigner que le plateau technique, il y avait une. Et aussi premier adjoint de la commune de Codou, quand même, José. Exactement, responsable de la sécurité en plus. Le plateau technique, j'étais présent samedi dernier, était magnifique et très explicite sur les protections des OLD. Je voudrais aussi témoigner parce que le département des Bouches-du-Rhône, sous la baguette de Philippe Lamine, a fait un travail extraordinaire sur le réseau routier qui traverse les massifs forestiers. Et paradoxalement, hier après-midi, j'ai traversé le Haut-Var et j'ai été surpris du manque d'OLD, justement, dans le réseau routier qui traverse la forêt du Haut-Var. Donc, l'arrêté préfectoral Bouches-du-Rhône a été durci en septembre l'année passée. Les OLD sont de mieux en mieux respectés. On arrive à persuader les propriétaires qu'il est nécessaire de protéger leur habitation, mais ce n'est pas évident, surtout quand on se heurte à beaucoup de propriétés privées dont on ne connaît même pas les propriétaires quelquefois. Donc, voilà. Difficulté dans le voisinage des OLD. Mais ça avance, pas régulier, mais ça avance. Après, c'est vrai que dans les Bouches-du-Rhône, José, je pense que l'intervention de Jean-François Leclerc l'an passé sur la problématique des OLD le long des voies de circulation a fortement fait évoluer les choses suite à l'incendie de Marseille. Enfin, des peines, puis après de Marseille. Tout à fait.
Et merci à nos sapeurs forestiers quand même. Tout ce qui commence par sapeur, c'est important. Voilà. Et sapeurs-pompiers également. On aimerait bien en avoir dans l'Aveyron des sapeurs forestiers, je peux vous dire. Contactez Philippe Lamine, il ira faire un tour chez vous là-bas. Il y a de quoi faire. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Côté service de l'État? DDTM 13, j'ai vu qu'on a le site PC du 06. Emmanuel, je ne sais pas si c'est toi qui l'as. Rien de mon côté, Yannick. Karine, merci. Côté de Réal Occitanie. J'ai bien écouté la remarque de Madame Tess, donc je me renseignerai de mon côté. Merci. Merci beaucoup, Karine. A priori, David, tout était extrêmement clair, limpide. J'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. Et c'était très clair. Ben, il faut que ça permette à chacune et chacun de prendre conscience. Mais il faut que ça arrive au public, au grand public, à celui qui est effectivement concerné. De toute façon, on va attaquer un certain nombre de rencontres thématiques sur ces sujets que sont les feux de forêt, comme sur d'autres thèmes, mais les feux de forêt sont importants. Et d'ailleurs, la prochaine rencontre thématique c'est une rencontre thématique un peu particulière sur les solutions fondées sur la nature. Donc, ça touche aussi la problématique feu de forêt. Et donc, elle aura lieu de mémoire le 7 mai. Donc, je vous invite toutes et tous à vous y inscrire et à y participer. Et dans tous les cas, merci encore, colonel, pour cette brillante intervention. Merci beaucoup à toutes et tous. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonne journée. à tout le monde. Merci. Merci pour la qualité des échanges. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Et du coup, David, à très bientôt.